J'aimerais que Moussa Konaté réagisse à la fois sur le plan de la démographie. Est-ce que c'est un fantasme d'homme blanc, une projection de voilà, nos propres préoccupations? Et puis que vous expliquiez, vous, la manière dont vous voyez le changement, notamment à travers l'analyse que vous faites des structures familiales. Mais déjà sur cette question démographique, est-ce que c'est une préoccupation que vous avez aussi? Moi, je n'ai pas du tout cette préoccupation-là. Le problème démographique, je n'ai pas du tout cette préoccupation-là. Et moi, la question que je me pose, je me la pose autrement. Donc, je ne conteste pas l'analyse de Jean-Michel ni d'Éric Orsena. Ce sont des économistes. Le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Moi, mon souci, c'est de savoir comment l'Afrique va se développer. Je suis descendant de colonisés, j'ai été colonisé moi-même. J'ai vu la France à partir de l'Afrique. Et la France que j'ai vue était une France idéale. Depuis 20 ans que je viens régulièrement en France, j'ai appris à voir les choses beaucoup plus clairement, avec plus de lucidité. La France est un pays développé, c'est sûr. La France est un pays riche, c'est sûr. Mais depuis que je viens en France régulièrement depuis 20 ans, et plus précisément depuis 10 ans, je me rends compte de plus en plus que les Français sont de plus en plus tristes. Ils sont anxieux, ils sont angoissés. Est-ce cela le développement quand ça nous conduit à l'angoisse perpétuelle? Est-ce ça le développement? Si c'est cela le développement, si l'Afrique se développe, et il se développe, la croissance est là, si l'Afrique se développe ainsi, ben, les Africains iront dans le même chemin. Ensuite, ce que je remarque, c'est que ici, il faut être éternellement jeune. La vieillesse a tendance à devenir un délit. Et les vieux, on les parque dans des mouroirs en attendant qu'ils disparaissent. En Afrique, ce n'est pas encore ça. Si l'Afrique doit se développer, et si elle perd cette qualité-là, le respect qu'il a pour les anciens, le respect qu'ils ont pour les pères et les mères, alors ce serait grave. Moi, je me pose la question, quel développement faut-il pour l'Afrique? C'est la question que je me pose. En même temps, vous expliquez d'une manière extrêmement radicale et convaincante à quel point les solidarités familiales qu'on a tendance quelquefois à idéaliser ici, les solidarités africaines, sont en même temps des espèces de prisons et annihilent toute liberté, toute initiative. Et oui. vous en faites même des explications des difficultés de l'Afrique. Oui, absolument. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que les problèmes de l'Afrique ne sont pas dus à la colonisation et à l'esclavage seulement. Prenons l'esclavage. L'esclavage a été pratiqué aussi bien par les Occidentaux, par les Arabes, que par les Africains eux-mêmes, parce que ce sont les Africains qui ont vendu leurs frères. Donc ce n'est pas l'Occident seulement, ce n'est pas l'Europe seulement, ce ne sont pas les Arabes seulement, les Africains aussi, ils sont pour quelque chose. En ce qui concerne la colonisation, la colonisation, de toutes les façons, les colonisations, c'est dans l'histoire de l'humanité, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que les Africains ont effectivement subi ces situations-là, et ces situations les ont marqués pour longtemps. En ce qui concerne l'esclavage, bon, ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. Le continent a été vidé de ses forces vives. Les conséquences, on les ressent jusqu'à présent. Et en ce qui concerne la colonisation, alors si l'Afrique semble immobile, c'est aussi, à mon avis, parce que l'Afrique a été vaincue militairement. Et tout ce que les Africains pouvaient faire, c'était de protéger leur culture. Ils se sont donc recroquevillés sur leur culture en se disant, en disant aux Occidentaux, vous avez pris nos terres, vous avez pris nos richesses, mais vous n'aurez pas notre âme. Notre âme, ce sont nos cultures. Et c'est pourquoi, depuis lors, pour les Africains, où on est avec les ancêtres, c'est-à-dire avec l'héritage ancestral, où on est contre les ancêtres. Des gens comme moi, des gens comme Tchoub sont forcément des Blancs, ce sont des Occidentaux, parce que nous avons quelque chose, des comportements qui ne sont pas des comportements de nos ancêtres. Ça, il faut en tenir compte. Donc, moi, je veux dire que l'Afrique est pour quelque chose dans sa propre situation et l'Occident aussi y est pour quelque chose. Mais il y a aussi le modèle de société africaine qui pose problème. Puisque l'Afrique ne veut pas changer
parce qu'elle veut maintenir ce que lui ont transmis les ancêtres, puisqu'elle ne veut pas bouger. Alors le problème se pose, c'est que ceux qui sont les valeurs qui les ont apportées depuis toujours, ces valeurs-là sont en train de se déliter, d'être perverties. Je parle notamment de la solidarité africaine. C'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire de voir que les gens, même qui n'ont pas suffisamment de moyens, aident leurs semblables. C'est noble, il faut le faire, c'est noble. Mais alors le problème qui se pose, c'est que la solidarité a tendance à devenir un poids qui freine le développement, qui freine la marche en avant de l'Afrique. De plus en plus, on le voit, ce sont une poignée d'individus qui prennent en charge l'ensemble de la population. Et ça, c'est un problème. La solidarité empêche aussi le travail de se faire correctement. La solidarité, dont une des conséquences est la convivialité, c'est un problème. Il faut toujours être avec les autres, constamment avec les autres. Quand ils sont dans le malheur, il faut être avec eux. Quand ils sont dans le bonheur, il faut partager le bonheur avec eux. Voici le principe sur lequel fonctionne la vie. C'est une entrave au travail individuel et intellectuel, parce qu'on ne peut jamais s'isoler. Mais c'est ça le problème. Par exemple, un écrivain qui s'enferme dans la chambre du matin au soir, celui-là, il est contre la société parce qu'il devient dangereux. Il devient dangereux, donc il est un blanc. Hein? Quand on dit, les Africains disent tu es un blanc, ce n'est pas forcément des louanges. Hein? Donc, quelqu'un qui s'isole, qui n'est pas avec les autres, celui-là, ce n'est pas un Africain. Alors, moi, je me vois mal quand même en train d'écrire mon livre et au moment où je suis vraiment inspiré, au milieu d'une phrase, on me dit le voisin là a perdu son oncle ou sa tante, et puis je laisse le livre, la phrase au beau milieu, et je m'en vais là-bas, mais moi, je ne peux pas le faire. À la décharge de l'Afrique, l'écrivain que je suis, qui écrit des livres, est un métier importé, venu avec la colonisation, parce qu'il y a des écrivains en Afrique qui écrivent en parole. Eux, ce sont les griots, par exemple. Eux, ils disent des histoires, ils disent des récits, des généalogies, ainsi de suite. Mais eux, ils ont la légitimité parce que la société leur a confié cette tâche-là. Mais moi, on ne m'a rien confié. C'est parce que je suis allé à l'école coloniale que j'ai pu écrire des livres et que je même écrit des livres alors que je n'ai pas l'autorisation d'écrire les livres. On peut le constater. Ce n'est pas une excuse, mais j'explique la situation. Mais ce qui peut être grave, ce qui est valable pour l'écrivain est valable pour le chercheur aussi. Celui qui s'enferme dans ce laboratoire du matin au soir et qu'on vient lui dire il y a tel événement, il faut y aller, il laisse, même s'il est inspiré, il est à la veille d'une découverte, il laisse tomber. En fait, c'est un modèle de société qui favorise qui ne favorise pas l'épanouissement intellectuel des individus. Et c'est ça le problème. Le diagnostic que vous posez, les exemples que vous produisez à l'appui sont extrêmement forts, extrêmement convaincants. C'est une espèce d'évolution, voire de révolution culturelle que vous prenez. Ce qu'on voit mal, c'est quels seraient les instruments, quels seraient les leaders aussi de ces évolutions. Oui, je voudrais d'abord insister aussi sur le fait, pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, c'est que là où les Africains ont une entière liberté, ils excellent. C'est par exemple au football. Il suffit de voir l'équipe nationale de France pour s'en rendre compte. Hein. Parce qu'on n'empêche aucun enfant de courir dans la rue. Les enfants jouent au ballon comme ils veulent, à quelque moment que ce soit, personne ne leur dit arrêtez. Là, ils ont une entière liberté. Et quand vous savez, les terrains, ce sont des terrains de football plantés d'arbres, ils passent entre les arbres, ainsi de suite. Alors ne vous étonnez pas que ce soit le bon dribbleur. De toute façon, ils l'apprennent depuis l'enfance. Il suffit qu'il soit encadré pour que ça marche. Alors, le foot, la danse, vous dites. Il en est de même pour la danse. La danse, par exemple, il est interdit à ceux qu'on appelle les nobles de chanter. Par exemple, tous les Konaté, les Keïta, ainsi de suite, les descendants de du premier empereur du Mali n'ont pas le droit de chanter. C'est le problème de Salif Keïta, le chanteur bien connu, mais qui a eu toutes les peines du monde pour pouvoir chanter parce que ses parents s'y sont opposés catégoriquement. Il a fallu vraiment sa force de caractère pour pouvoir chanter. Donc cela ne doit pas on ne doit pas chanter, mais il est permis à tout le monde de danser.
quand il y a le tam-tam, et le chef du village et le dernier des villageois peut danser. Alors ne vous étonnez donc pas de voir les Africains qui dansent bien, c'est tout à fait normal, ils ont une entière liberté. Mais ce qui est bridé, c'est l'intelligence. Parce qu'on estime que le savoir vient avec l'âge. Hein? Plus on est âgé, plus on sait. Et puis, comme on n'a fait jamais rien sans demander l'autorisation à quelqu'un de plus âgé, il ne faut pas s'étonner que les Africains n'aient pas l'initiative. Hein? Ce n'est pas qu'ils soient bêtes, ils ne sont pas plus bêtes que les autres, ils ne sont pas plus intelligents que les autres, mais il y a un modèle de société qui ne veut pas évoluer parce que les Africains ont peur que ce que la colonisation n'a pas pu faire il y a un siècle, qu'ils puissent le faire maintenant, que les Africains perdent leur valeur. Voilà. Et moi aussi, je me pose la question, je me dis, le développement, oui. La croissance, oui. Mais si le développement doit conduire à ce que je vois en France, des gens toujours crispés, pressés, n'ayant jamais le temps, même de se dire bonjour, alors je me dis, ce développement-là, moi, je n'en veux pas. Un développement qui conduit les gens à mettre leurs parents dans des mouroirs, ce développement, je n'en veux pas. Moi, je me dis, l'Afrique a des chances parce qu'il y a encore les valeurs, qu'elle se développe, mais comment elle peut se développer? Parce que le monde a besoin d'un autre modèle de développement que le modèle capitaliste qui nous conduit à une impasse. Voilà ce que je veux dire. J'ai l'habitude de dire que si on prend, par exemple, la croissance démographique, peut ne pas poser problème si on arrive à rompre avec un certain nombre de choses. Je donne juste un exemple, très historique, et même très anciennement historique. Je crois qu'il y a quelque chose que l'Afrique a gardé du néolithique et quelque chose qu'il a oublié du néolithique. La chose qu'elle a gardée du néolithique, c'est de continuer à faire de la tête des femmes un moyen de transport et de conduire dans les villages où ces femmes utilisent leur tête comme moyen de transport de l'eau, à y conduire des hammers, des voitures hammers, des 4x4. La chose que l'Afrique a oubliée du néolithique, c'est que le néolithique a inventé l'agriculture pour nourrir les hommes. De plus en plus, on fait de l'agriculture destinée à la croissance, non plus destinée à nourrir les hommes. Dans le néolithique, quand on inventait l'agriculture, c'est vrai que ça aidait à la croissance, et une croissance très forte, mais c'était en vue de nourrir les hommes. Et je pense que si on réfléchit aux préoccupations au quotidien, on aborde véritablement les questions de démocratie également. Parce que quand on regarde les pays africains, il y a deux niveaux quand on parle de démocratie. Il y a la démocratie administrative que les Africains, les élites africaines ont vendue à l'Europe à partir, en particulier à la France, à partir du discours de la Baule, qui consiste à organiser régulièrement des élections avec une petite tricherie, mais qui peut être contrée. Et il y a la démocratie au quotidien dans les quartiers où les gens cherchent à régler leurs problèmes au quotidien. Problèmes d'inondation, problèmes d'accès à l'électricité, problèmes de l'eau, problèmes de la santé, problèmes de la scolarisation de leurs enfants et qui les amènent à protester contre leur mère, mais ça, ce n'est pas visible. Par contre, la démocratie qui est visible, qui est affichée dans les médias, c'est quand on conteste le code électoral, la constitution, ainsi de suite. Ça, on en prend en compte. Mais l'Afrique qui bouge, portée par une démographie très forte et une jeunesse très forte, c'est cette Afrique qui, quotidiennement, mais avec ses limites, avec cette incapacité à transformer ce mouvement moléculaire en action de force sur l'État, mais qui contraint les élites à négocier, à la négociation, et de plus en plus, ces élites sont contraintes à la négociation. Je pense que quand on part de ces préoccupations au quotidien, d'être transporté, d'avoir de l'eau, on a une autre vision qui nous permet de réfléchir sur de quoi on a besoin et comment on peut rebondir vers un développement humain, qui n'est pas la tradition. Parce que du point de vue de la tradition, nous avons une tradition très forte et très ancienne même d'écriture et d'isolement. On a eu quand même, quand je prends l'exemple du Sénégal, 90% de la population, c'est des croyants soufis. Les soufis, les élites soufis, c'est des gens enfermés qui écrivent. Les manuscrits de Tombouctou, chez Moussa, c'était des gens qui s'isolaient. Donc cette tradition existe, il faut l'affronter et dire à la société, comme on l'a fait ailleurs, ceux qui veulent écrire, il faut qu'ils s'extraient de la société. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée,
ça fait une dizaine d'années que je réfléchis à la question de l'esclavage et à la question de la traite. Parce qu'il faut les distinguer. Et malheureusement, on les confond toujours. Et on les confond à dessein. Parce que quand on les confond, c'est pour dire que c'est la traite atlantique des esclaves qui est confondue à l'esclavage. Et tant qu'on ne les distingue pas, on va réduire l'esclavage à la couleur de la peau des esclaves. C'est-à-dire qu'on leur donne une mauvaise identité. Un noir est un noir, c'est dans des conditions particulières qu'il devient un esclave. Dans des conditions très particulières. Autant aussi un blanc est un blanc, et c'est dans des conditions particulières qu'il devient un esclave. Et il y en a eu des esclaves noirs, blancs, jaunes et de toutes les couleurs. Quand je regarde, en étudiant la traite atlantique des esclaves et l'esclavage interne aux sociétés africaines, j'ai appris une chose. Que ce n'est pas seulement le passé qui permet d'éclairer le présent, mais parfois le présent permet d'éclairer le passé. Parce que moi, ce que je vois aujourd'hui en Afrique, manifestement en lisant les archives du XVIIIe, du XVIIe siècle, je pense que j'ai devant moi une archive plus efficace, c'est la rue de n'importe quelle capitale africaine, qui m'enseigne plus sur ce qu'a été la traite des esclaves que n'importe quel autre livre ou document. C'est quoi? On a très peu de ressources. Tout le monde est d'accord dessus. On a une élite qui est bâtie sur une économie extractive, qui développe une culture de prédation, une consommation somptuaire. Je ne suis pas contre la consommation de luxe parce qu'elle permet le développement. Mais à condition que ça soit internalisé, que le luxe soit produit, conçu et pensé à l'interne. Ça peut fouetter le développement. Mais quand vous avez très peu de ressources et que vous utilisez ces ressources à acquérir des biens dont la seule utilité, c'est la symbolique de votre pouvoir, quand vous allez dans n'importe quelle rue de Dakar, j'ai fait l'expérience, je me suis mis sur une rue très banale à Dakar, j'ai compté le nombre de voitures 4x4 qui passaient devant moi en 15 minutes. J'ai fait le même exercice à Hambourg. À Dakar, c'était 35 voitures 4x4, à Hambourg, c'était 0. Donc c'est Dakar qui était plus développé que Hambourg, du point de vue des ressources. Donc, on s'empare des faibles ressources du pays, issues d'une économie d'extraction rentière, de connivence avec des multinationales européennes, américaines, qui s'en contre-moquent de la couleur de la peau, de la nationalité des gens. Ce qui les intéresse, c'est le profit. Peu importe la couleur des gens, peu importe leur sexe, ce n'est pas leur problème. C'est les ressources, c'est les profits qu'ils en tirent. De connivence donc avec ces élites qui développent la consommation somptuaire et la consommation gabégique des faibles ressources qu'on a. Qu'est-ce qu'ils offrent à la population et à la jeunesse? C'est de vendre les cartes téléphoniques Orange en battant le macadam de feu rouge en feu rouge toute la journée. Et le soir, on va les nourrir avec le discours messianique et charismatique, pentecôtiste, je ne sais pas, musulman ou tout ce qu'on veut. Le soir, ils sont nourris dans les quartiers et les intellectuels s'en plaignent qu'ils font trop de bruit, qu'ils les gênent, qu'ils les empêchent de travailler, alors que c'est leur consommation qui les a expulsés de leur village et qu'ils viennent dans les villes pour trouver des opportunités. S'ils restent encore en ville, ça fait une très forte tension dans les rues avec des violences à la fois physiques et symboliques en permanence. Mais parfois, ils prennent simplement les pirogues et se noient par milliers dans l'Atlantique. Donc, à l'époque de la traite des esclaves, on embarquait des bateaux de Nantes, on arrivait sur les côtes, on se connectait avec les élites qui allaient chercher avec quelques risques les esclaves à l'intérieur. Aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin de ça, la livraison est à domicile. Et c'est le même phénomène de connexion entre des groupes multinationaux intéressés avec des élites africaines qui n'ont pas de vision pour leur propre continent et qui développent une consommation inutile, gabégique et destructrice, à la fois sur les biens et sur l'environnement, et qui poussent le reste de la population à l'exil au départ. Et très souvent, cela est présenté quand ça
débouche sur des luttes violentes, sur une lutte entre des groupes ethniques. Mais tout le monde le sait. La guerre qui a opposé Lissouba et Nguesso, on a pensé à des cobras, à des ninjas, à n'importe quel, je ne sais pas, groupe ethnique ou autre. Bon, 2 semaines avant que je quitte Dakar, j'ai vu un film qui s'appelait, je crois, Les milliards d'elfes. Moi, je pense que la guerre au Congo, on ne peut pas l'expliquer à partir d'un regard ethnique ou à partir de regards sur les ninjas ou des cobras. C'est une connexion entre des élites africaines intéressées par cette consommation somptuaire avec des groupes extérieurs et l'internalisation de cette intervention extérieure à des fins de conflits internes. C'est exactement le même phénomène qu'on retrouve au moment de la traite atlantique des esclaves. Parce que la traite atlantique des esclaves, comme je dis aux gens, les esclaves ne tombent pas du ciel sur Gorée. Ils ont été produits. Et tant qu'on n'interroge pas ce mode de production, le mode de production de ces esclaves, on n'est pas capable de s'en sortir. Et cette lecture du passé doit permettre de réfléchir sur notre présent.